2,50 pour les bureaux 2,50 et ça varie en fonction de l'usage de notre ouvrage. Donc ici, pour un plancher commercial, nous sommes autour de 5 kN par mètre carré. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'habitation. Donc ici, on a 1,5 kN par mètre carré comme surcharge d'exploitation. Donc nous allons multiplier les 1,5 ici, multiplié par la zone d'influence, la surface de la zone d'influence ici. Donc nous aurons le résultat de la surcharge d'exploitation. Donc comme précédemment, on fait 3 fois ce résultat pour avoir notre étage courant. Donc ici, normalement, notre étage courant, on a 3. Pour ce projet, nous avons 3 étages courants. Maintenant là, le Q total va nous donner le plancher de la toiture terrasse plus les étages courants. Donc nous aurons un Q qui nous fait 81,58 kN. Donc ici, le P c'est le poids le poids total arrivant à notre poteau à l'ELS, et le PU c'est le poids ultime qui est le poids total ultime arrivant à notre poteau. À PC c'est à l'ELS, l'état limite des services, et PU c'est à l'ELU qui est l'état limite ultime. Donc ici, nous avons obtenu notre descente des charges. Voilà. Donc ça c'est une descente des charges purement manuelle, mais il y a des méthodes de modélisation qui nous permettent d'aller plus vite. Avec la modélisation, on n'a pas besoin forcément, c'est juste des vérifications avec des fichiers Excel. Donc ici nous allons utiliser cette descente des charges donc pour faire notre calcul décimel sur notre logiciel. Donc on peut maintenant revenir sur le logiciel vu que nous avons fini la partie descente des charges. Donc rapidement, étant sur le logiciel ici, donc la première chose à faire ici, nous avons la visualisation. Donc pour pouvoir visualiser en 3D, vous avez des options. Vous pouvez vous rendre sur l'onglet qui est là, et sur ça vous maintenez le clic gauche de votre souris et vous pouvez pivoter votre semelle. Vous maintenez Shift de votre clavier plus la molette de votre souris et vous pouvez pivoter autour de votre semelle. Donc ici on vient d'abord entrer les dimensions. Donc ici vous voyez, ici on a les sections de coffrage de notre semelle qui présente ici. Donc le A c'est la dimension de la semelle, ça c'est à calculer, le B c'est à calculer. Petit A et petit B sont déjà connus, ce sont les dimensions de notre poteau. EX et Y c'est l'excentrement de notre poteau. Bon, ça c'est souvent quand nous sommes mitoyens que nous avons des soucis d'excentrement. Donc on excentre le poteau en fonction de la mitoyenneté et ensuite après on calcule des longues lignes de redressement pour reprendre les moments créés dans notre semelle. Donc ici dans notre cas, on va entrer les dimensions de notre A et la longueur de notre poteau. Donc ici notre A c'est 0,60 et notre B qui est la largeur de notre poteau est de 0,30. Ici on a des semelles non excentrées, donc ici on a 0,0, donc on peut les fixer pour dire que notre semelle sera centrée. On ne veut pas excentrer notre semelle. Une fois qu'on a entré les données de notre poteau, toutes les données qui sont ici, le A, le grand A, le grand B, les H sont des données à calculer en fonction de la contrainte du sol et de la charge que nous allons entrer. Donc ici on va appliquer pour valider les dimensions de notre semelle ici, donc 30, 60, donc les dimensions pour valider les dimensions de notre poteau. Donc ici les dimensions de notre poteau sont corrigées. Donc après avoir corrigé les dimensions de notre poteau, si nous nous rendons sur FU, étant sur FU ici également, nous avons les dimensions du poteau encore à corriger. Donc ici on note le A' qui correspond à la longueur 0,60 et le A à la largeur 0,30. On les entre et on applique. Ici notre poteau c'est un poteau en béton armé, donc on a plusieurs options. Si on a un poteau avec acier, un poteau métallique, ainsi de suite. Donc ici nous gardons l'option sous poteau ou voile béton armé. Donc là c'est semelle reçoit un poteau béton armé, donc on garde ça. Et dans l'optimisation nous avons plusieurs types de calculs avec les logiciels. Donc on a la formule libre, le logiciel choisit l'une de ces options pour faire son calcul. On a la formule carré, si on veut avoir des semelles carrées, on choisit l'option carré et le logiciel va nous produire une semelle carrée. Le rapport, on peut entrer un rapport
en fonction des contraintes qu'on a sur notre semelle ou de l'environnement dans lequel notre semelle se trouve. Si il y a plusieurs poteaux rapprochés, on peut définir un rapport de A et B en saisie pour que le logiciel puisse tenir compte de ce rapport. Homothétique, donc homothétique, il va suivre le rapport homothétique, la semelle sera uniforme en fonction du rapport de notre poteau A suivant les dimensions A et B. Donc le rapport du poteau petit a sur petit b sera égal au rapport de la semelle grand A sur grand B. Donc on dira que notre semelle elle est homothétique. Donc dans notre cas ici des bords égaux, là ici le poteau pourra choisir des dimensions très variées, pas forcément. Il peut prendre une dimension plus grande suivant la largeur de notre poteau ou bien une dimension plus grande suivant la longueur. Donc c'est vraiment varié, il n'y a pas de contrainte sur les débords égaux. Donc ici on va revenir ici sur l'option homothétique. On va calculer en option homothétique, donc en fonction des variantes de notre poteau. Donc avec ça, une fois qu'on choisit l'option, donc vous avez le choix, soit vous prenez carré, constant, homothétique ou des bords égaux. Donc étant homothétique, on revient ici, général, une fois ici, on applique homothétique, on applique, ici je suis on a changé, on a appliqué général, appliqué. Donc ça ce sont les données d'entrée de notre semelle. Donc ici, après cela, on va définir les hypothèses des calculs jusqu'à entrer les valeurs de la charge et de la contrainte. Donc, étant ici, on va définir l'hypothèse. Notre semelle se trouve dans tel milieu. Est-ce un milieu agressif, un milieu non agressif? Donc, on a les différents milieux ici. Donc, en milieu non agressif, ça correspond généralement à une situation plus préjudiciable. En milieu agressif, on est en préjudiciable. Et en milieu très agressif, on est en situation très préjudiciable. Donc, généralement, nos bâtiments se trouvent dans des milieux non agressifs. Si vous avez un bâtiment en bordure de mer, par exemple, là, vous êtes en milieu très agressif, donc on changera la fissuration en très préjudiciable. Ici, on garde la fissuration en préjudiciable. Après le choix de la fissuration, on va rentrer les options du calcul, les hypothèses des options du calcul. Donc, ici, ça, ce sont les enrobages par rapport à notre semelle. Vu que notre semelle se trouve dans le sol, dans un milieu humide, donc l'enrobage est de 5 cm par rapport aux faces de notre semelle. Donc ici, les options du bouton, nous allons prendre du bouton B25. Ça c'est le poids volumique du bouton. Le plus gros granulat de notre semelle, ça peut varier en fonction du gravier que vous allez commander. Donc ici on a 20 mm par défaut, on garde les 20 mm. Acier longitudinal, on va choisir la classe de l'acier. Donc généralement sur le marché, soit vous utilisez du 400, du 500 en fonction de votre zone. Nous allons prendre pour ce projet du 400. Donc on va changer tous les aciers en 400. Donc ici 400 partout. Donc avec les 400, donc quand on finit ça, je valide et fais OK. Donc les options du calcul sont entrées. On va obtenir les options, les dispositions du ferraillage de notre semelle. Donc ici il y a des dispositions par défaut. Donc dans un premier temps on va garder les dispositions par défaut et après améliorer le dessin. Donc après les options du ferraillage, ici on a défini les dimensions. C'est par défaut la fenêtre définie des dimensions s'affiche. On a déjà fait ça. Donc on va sauter l'option définir les dimensions. Donc après l'option définir les dimensions, on a défini la charge. Donc ici nous allons prendre l'option définir la charge. Donc on peut déplacer la fenêtre juste à côté ici pour définir notre charge. Donc dans l'option définir la charge, on va prendre notre fichier Excel qui est là et ici. Nous allons entrer les valeurs des G et Q et le logiciel va nous calculer automatiquement les PC et PU. Donc ici, on va entrer la première valeur qui est la surcharge permanente. Donc par défaut, charge sur semelle. On va essayer telle la position de la charge sur notre semelle. Donc charge sur semelle. Ici, on prend ici permanente. On a les différents types de charges. Donc d'abord permanente qui est G. On va entrer la valeur et l'ajouter. Donc ici, on lit dans notre tableau Excel, le G est de 600,85. Donc
on va saisir ici 600,85. Donc on va ajouter la valeur de notre G. Donc une fois qu'on a ajouté les G, on change la nature, on passe en exploitation et on en Q1 et on lit la valeur. La charge d'exploitation nous fait 81,58. Donc ici on va prendre 81,59, on a 48 derrière. 81,59, donc il revient sur au bout. Donc on change la valeur 81,59. Je confirme la valeur 81,59 et j'ajoute. Donc une fois que j'ai fini d'ajouter les charges, donc je peux fermer. Donc j'ai fini d'ajouter mes différentes charges. Une fois que j'ai fini ici, il faut s'assurer que vous n'avez pas ajouté deux fois la charge. Donc on peut se rendre sur élément béton armé. Voilà, donc étant ici sur élément béton armé, vous pouvez vous rendre là et venir dans le tableau de chargement. Étant sur le tableau de chargement, on peut vérifier les valeurs que nous avons saisies. Voilà, les coefficients intrinsèques 1,50 qui nous permettent de calculer soit à l'ULU ou à l'ULS s'applique directement ici. La surcharge permanente est affectée d'un coefficient de sécurité de 1,35 et d'un coefficient de sécurité à l'ULS de 1,5. Donc ici, on a nos différentes charges. La surcharge permanente 699,85, la charge d'exploitation, donc c'est bien correct. Donc une fois qu'on a fini la vérification, on les fait et on revient cette fois-ci sur définir sol. Donc nous allons entrer les données du sol. Donc ici c'est une formation, donc on va entrer les données du sol comme ça, mais de manière pratique, votre ingénieur géotechnicien va vous transmettre un rapport du sol et sur ce rapport du sol, il va vous faire une conclusion que vous allez directement utiliser pour faire vos calculs. Donc, dans la conclusion du géotechnicien, il va nous donner la profondeur d'ancrage de notre semelle. Nous allons supposer que nous sommes à 1,50 m de profondeur. Ici, donc à 1,50 m, le niveau de fondation et on applique. Donc ici, le niveau du fond de fouille est défini, moins 1,50 m. Une fois qu'on a fini de définir ça, nous allons fermer et on va venir dans option géotechnique. Donc ici, option géotechnique, nous allons les coefficients par défaut ici, le glissement 1, le renversement 1. Ici, la surface de constat, on ne change pas. On vient directement ici dans contrainte. Donc, la contrainte est déterminée par l'essai pressiométrique de contrainte. Bon, généralement, il y a d'autres essais. Donc, par défaut, ici, le logiciel nous définit l'essai pressiométrique de contrainte. Donc, ici, nous allons juste entrer la valeur de la contrainte. Donc, dans le rapport du sol, la contrainte peut être donnée à l'ULS ou à l'ULU. Donc, c'est de choisir l'option qui est donnée dans le rapport du sol, soit à l'ULS, soit à l'ULU. Donc, nous allons prendre à l'ULS une contrainte de 0,2 mégapascal qui correspond à 2 bars. Nous allons prendre une contrainte de 0,2 qui correspond à 2 bars à l'ULS. Donc ça c'est une contrainte qui est très élevée. On prend une contrainte de 0,15 qui correspond à 1,5 à l'ULS. Donc ici, avec ça, une fois qu'on a fini d'entrer la contrainte, on fait OK. Et une fois que le paramétrage terminé, dans l'ordre, pas forcément dans l'ordre, vous pouvez remplir comme vous voulez. Il faut que tous les paramètres soient bien définis. Une fois qu'on a fini de définir tous ces paramètres, on peut maintenant lancer le calcul de notre semelle. Voilà. Donc le logiciel ici, il va nous donner une semelle homothétique. Donc la semelle homothétique, ici on aura une semelle où le rapport est fonction des dimensions de notre semelle. Donc ici par exemple avec le modèle homothétique, il nous donne une semelle de 1,80 m fois 3,50 m et une hauteur de 0,75. Donc on peut varier maintenant, on peut faire plusieurs options. Donc avec ça, on va regarder ce résultat. Donc ici, on a notre semelle ici. Donc ça, c'est la partie semelle. Puis après le calcul, on peut venir dans semelle résultat.
Donc, les contraintes générées autour de notre semelle. Donc, ici, on a 0,194. Donc, ça, ce sont les contraintes qui arrivent au niveau de notre poteau. Ici, c'est l'effort N calculé à l'ELU. Et ici, vu que notre semelle n'est pas excentrée, donc elle ne génère pas de mouvement, l'axe de la semelle est égal à l'axe du poteau. Donc, il n'y a pas de mouvement entre les deux. Donc, c'est pourquoi le mouvement est nul sur notre semelle, suivant X et suivant Y. Il arrive parfois que notre poteau soit excentré. Dans ce cas, on aura des mouvements suivant X ou soit suivant Y. Donc, dans ce cas, le mouvement trouvé sera utilisé pour dimensionner une longrine pour pouvoir supprimer ce mouvement-là. Dans notre cas, notre semelle est parfaitement centrée, donc pas de mouvement généré ici. Donc ici, cette contrainte, c'est cette contrainte générée là qui nous permet d'avoir notre surface de contact en longueur, en largeur, afin de pouvoir supporter la contrainte arrivant ici. Donc ici, ça, ce sont les différentes options de combinaison que le logiciel a réalisé. Donc il va prendre la combinaison la plus défavorable qui nous donne le résultat d'ici, qui sera 1,35 G1 et plus 1,50 Q1. Donc ici, ça, sont les résultats. Donc après les résultats, ici on peut visualiser le ferraillage de notre semelle. Donc suivant la direction X, nous avons des HA12, suivant la direction Y, nous avons des HA10 et des HA6 au niveau de notre poteau, HA6 comme cadre au niveau de notre poteau et HA12. Donc ici, on va visualiser ça en 3D. Donc on peut déplacer cette fenêtre. Ici, donc on a le ferraillage ici, voilà. Nappe inférieure, la première nappe et la deuxième nappe de répartition. Donc ici, on peut sélectionner pour voir cette nappe, elle correspond à quelle direction. Donc ici, on va dans le sens de la largeur. Cette nappe, elle est suivant X, comme le rappel indique ici, et Y est dans l'autre sens. Donc ici, on peut varier ici, voir dans le sens de Y, comment est-ce que notre semelle se comporte. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, quand on tourne dans le sens de Y, ici, ça devient comme ça. Quand on est dans le sens de X, il devient comme ça. Donc, on peut varier. Voilà. Donc, on peut varier et voir le comportement de notre semelle. Le ferraillage ici. Donc ici sur cet onglet, on a la vue en plan de notre semelle. Voilà. Donc voici comment est-ce que notre semelle sera ferraillée. Donc on peut sélectionner un lit et lire la direction de notre ferraillage. Donc suivant X dans le sens de la longueur et suivant Y dans le sens de la largeur. HA10 ici, HA12 dans ce sens et HA10 dans ce sens. Et après, on peut faire une visualisation en 3D de notre poteau. Voilà. Donc ici, ça c'est la visualisation 3D. Donc notre fût, ici on peut avoir une idée du diamètre de notre fût, ici HA12, notre fût qui est 6HA12. Voilà. Donc ça c'est notre fût, nos cadres qui sont en HA6. Donc ici, présenter le ferraillage de notre poteau. Maintenant, après de notre poteau et de notre semelle, maintenant pour voir le dessin d'exécution, il vous suffit de cliquer ici sur plan d'exécution. Ici, mon logiciel a un petit souci. Par défaut, si vous paramétrez votre logiciel par défaut, si vous n'avez pas fait des paramètres supplémentaires, donc par défaut, votre semelle va s'afficher ici. Moi, j'ai eu à faire des paramètres, ce qui fait que il a choisi un autre nom. Donc ici, au cas où vous avez le même souci que moi, vous venez simplement ici, paramètres du dessin. Dans un paramètre du dessin, semelle, vous voyez qu'il n'a choisi aucun modèle de semelle. Donc, vous choisissez, il y a plusieurs options de modèle, que ce soit quand vous êtes sur des poteaux. Donc, il y a plusieurs options de semelle. Donc, vous choisissez l'option de présentation de la semelle qui vous correspond le mieux et vous générez le dessin. Donc, ici, il y a plusieurs options de semelle. Bon, ici, il y a plusieurs ouvrages. Vous avez les poteaux, les semelles, chacun peut choisir la présentation qui le convient. Voilà, donc ici généralement moi je choisis ça. Ça c'est ma présentation. Donc la semelle qui est présente ici, BAUS SFBA00. Donc c'est la semelle par défaut. Donc si vous avez votre logiciel là, par défaut, donc normalement vous devez avoir cette semelle là, voilà, SFBA0. Donc
ouvrir, OK. Donc, une fois que j'ai ça, et je reviens ici. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, j'ai ma vue en plan ici. Mon poteau qui est bien présenté ici. Ici, j'ai ma semelle avec l'espacement. Donc, il y a 30 barres ici. Espacement 11, 13 barres ici. Espacement 11. Ici, j'ai la coupe suivant Y. La coupe suivant X. Donc, ici, j'ai le tableau de récapitulatif de mon ferraillage qui se présente ici. Donc, une fois que j'ai fini ça, je peux automatiquement renommer ma semelle. Si c'est semelle S du poteau P1, je peux mettre semelle S du poteau P1 et je régénère mon dessin pour qu'il prenne en compte le nouveau nom que j'ai saisi. Voilà. Donc, voici un peu comment va se présenter le dessin ici. Donc, une fois que vous finissez ça, vous devez exporter votre dessin en AutoCAD. Donc, vous faites simplement fichier, enregistrer sous un autre format. Donc, le dessin va s'afficher en format DXF. Donc, vous n'avez qu'à mettre le nom de votre semelle S1 et vous enregistrez en format DXF. Donc, après ça, le deuxième élément dont vous aurez besoin, c'est la note de calcul. Donc, vous faites double-clic sur le nom de votre semelle ici. Une fois que vous faites double-clic sur le nom ici, il vous ramène dans l'onglet calcul. Donc, on va voir le dernier élément qui est la semelle isolée note de calcul. Donc, ici, on voit les détails du calcul. Donc, les données de base ici. Donc, la norme de calcul pour les semelles, c'est le DTU 13.12. Là, j'ai oublié de vous montrer cette partie-là. Donc, on va revenir dessus rapidement ici. Donc, par défaut, lorsque vous ouvrez le logiciel, la première étape même, c'est cette partie. Il faut définir les normes. Donc, pour définir les normes, dans la première partie, il fallait venir dans préférence de la tâche. Donc, étant sur préférence de la tâche, les unités par défaut, vous pouvez les garder. Donc, ici, c'est la zone des unités, les dimensions par défaut. Vous les gardez, les forces en kilonewton, ou bien vous pouvez passer en tonnes. Donc ici, par défaut, vous avez ça. Donc ici, vous venez dans le nombre de conception. Donc par défaut, ici, moi, j'ai déjà paramétré en BAUL. Donc par défaut, généralement, c'est la norme Eurocode ici. Donc vous changez, vous prenez BAUL. Si vous êtes dans une zone où vous utilisez les Eurocodes, vous gardez la norme Eurocode ici qui est EN 92, ainsi de suite. Donc la norme géotechnique également, DTU 13.12 si vous utilisez du BAUL. Ou également la norme Eurocode en fonction de la zone là où vous trouvez. Actuellement, beaucoup en Europe utilisent les Eurocodes. Chez nous ici, nous utilisons pratiquement le BAUL en ce qui concerne les bétons, et en géotechnique on utilise principalement les DTU 13, le DTU 13.12. Donc une fois que vous choisissez ces normes, vous validez OK. Et c'est ici la forme de la semelle homothétique. Là, nous avons vu ça dans le paramétrage de la semelle. Quelqu'un pour d'autres pourrait choisir carré et calculer sa semelle, ou des bords égaux pour calculer sa semelle sans problème. Voilà. Donc ici, ça ce sont les dimensions calculées. Ici, ça ce sont les dimensions entrées. Ici, nous avons entré le A, le B et fixé ces deux données là pour que notre poteau soit centré. Donc ici, ça a été calculé. Le A et B ont été calculés en fonction des données que nous avons entrées, ainsi de suite. Donc ici, ça, ce sont les matériaux. Ça également, c'est nous qui les avons définis. Le chargement, ça, c'est la descente des charges que nous avons menée. Ça, c'est la surcharge permanente que nous avons entrée et la surcharge d'exploitation que nous avons entrée. La liste des combinaisons. Le logiciel génère automatiquement la liste des combinaisons. Donc, il vous fait une première combinaison sous la surcharge permanente, une deuxième combinaison avec un coefficient de sécurité, une combinaison sans coefficient de sécurité. Ici, ça, c'est la combinaison ELI défavorable qui est 1,35G plus 1,5Q. Après, il vous fait la combinaison ELU où la surcharge permanente n'est pas majorée et la surcharge d'exploitation majorée, et il fait tous ses calculs et après il retient le cas le plus défavorable de tout ceci. Donc généralement le cas le plus défavorable, c'est cette combinaison là qui est la combinaison 3. Donc ici la contrainte des sols que nous avons entrée à l'ELS, le logiciel lui calcule automatiquement au niveau des contraintes. Quand vous entrez, généralement le rapport entre les deux tourne autour de 0,15, on peut voir le 0,15 divisé par 0,23.
généralement autour de 0,65, 0,67. Donc, si vous avez une contrainte à l'ELS qui fait 0,15, vous suffit simplement de diviser par 0,65. L'intervalle va de 0,60 à 0,65. Donc, il suffit simplement de diviser. Vous avez votre valeur à l'ELU. Donc, c'est déjà programmé dans le logiciel. Donc, si vous entrez la valeur à l'ELS, à l'ELU, il suffit simplement de multiplier par 0,65 ou 0,67 pour obtenir la valeur à l'ELS. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Il a multiplié par 0,65 il a divisé 0,15 que nous avons entré par 0,65 pour obtenir les 0,23 à l'ELU. Donc, ici, le niveau du sol, ça c'est le niveau idéal qui est 0,0. Et le niveau NA également, il se trouve, il n'y a pas de décalage. Au niveau de notre sol, le niveau du fond de fouille à 1,50 m. Donc ça, ce sont les informations fournies par le géotechnicien. Toute cette partie, ce sont les informations fournies par le géotechnicien que nous reportons pour pouvoir calculer notre semelle. Donc ça, c'est l'environnement externe. Donc ici, une fois que le géotechnicien nous donne ça dans son rapport du sol, on récupère ces données et nous les utilisons pour faire nos calculs. Donc ça, c'est le type de sol avec les données, le coefficient, le niveau du sol, le poids volumique du sol, le poids volumique unitaire, l'angle de frottement interne, tout ça, ce sont des données géotechniques. Donc ces données peuvent varier également dans votre rapport du sol, donc on peut les actualiser également. Donc ici, état limite. Donc le type de sol, donc on a la combinaison dimensionnante, c'est la combinaison la plus défavorable où nous avons plus de charges, donc c'est la combinaison ELU 1,35 fois G plus 1,5 fois Q. Donc les coefficients de G, après ici on a les détails, donc on a la charge dimensionnante, quand il fait 1,35 G plus 1,5 Q, la charge maximale qu'on a, c'est ça. On n'a pas de mouvement, donc notre semelle n'a pas de mouvement, donc on a juste une charge ponctuelle arrivant axée sur notre semelle, sous notre poteau. Donc dimension équivalente de la fondation B', L', donc ça dépend de ce que nous avons entré comme départ. En fonction de la méthode, si c'est homothétique, des bords égaux, ainsi de suite. Donc la méthode de calcul de la contrainte de rupture pressiométrique des contraintes, donc ça généralement c'est le géotechnicien, généralement il y a plusieurs autres états dans la méthode pressiométrique, il y a l'essai SPT, il y a l'essai de pénétration dynamique, on a plusieurs autres essais géotechniques qui nous permettent de déterminer, mais une fois que le logiciel donne, on garde l'option pressiométrique par défaut du logiciel et on saisit les données. Donc la contrainte à l'ELS, la contrainte ultime, ça c'est la contrainte ultime avec un coefficient de sécurité. Donc la contrainte limite, ça fait la contrainte ultime divisée par le coefficient de sécurité qui est de 0,22. Donc la contrainte du sol, contrainte de référence 0,21. Le coefficient de sécurité ici, on a 1,055 qui est supérieur à 1. La contrainte limite et puis la contrainte de référence. Ici on a la contrainte de référence de à l'heure 0,21. 0,21. Donc ici on a la contrainte de référence 0,21 et la contrainte limite qui est de 0,45. Donc on a un rapport qui nous fait 1,055 qui est supérieur à 1. La contrainte limite, ça c'est la contrainte ultime divisée par notre coefficient de sécurité qui est de 2 qui nous donne 0,22 mégapascal. Donc ici les effets de soulèvement, ici on va pas trop voir ça ici. Donc ça normalement pour un calcul manuel, généralement on vérifie pas tout ça. Ça c'est calcul en surplus. Donc ici le glissement, le renversement, donc ça sont pas, vu que notre semelle n'est pas excentrée, donc ils ne vont pas générer le moins de renversement, tout est 0,0. Notre semelle n'est pas excentrée, donc c'est pas nécessaire de vérifier ça. Donc le dimensionnement béton armé, donc cette partie va nous servir maintenant à calculer les dimensions de notre semelle, longueur, périmètre critique, ainsi de suite, force de poinçonnement, hauteur efficace de la section, hauteur de cisaillement, contrainte de cisaillement admissible, coefficient de sécurité et le ferraillage théorique que nous avons vu dans le dessin. Voilà, donc suivant AX, on a le moment
de calcul ici. Suivant AX qui nous donne ça. Suivant AY on a ça, ainsi de suite. Donc ici c'est juste le récap du ferraillage et ici vous avez le récap de votre débouché sec. Voilà. Donc ici notre semelle a un volume de béton de 4,85 m3, une surface de coffrage de 9,21. Donc ici c'est la partie débit. Donc voici un peu comment se présente la note de calcul d'une semelle sur le logiciel Robot Structural Analysis. Donc si vous avez besoin de cette note de calcul, vous avez plusieurs options. Vous pouvez l'imprimer directement en PDF avec l'option impression. Vous faites fichier, imprimer, tout fichier, enregistrer sous. Faites l'option, non pas composer une impression, et faites fichier, enregistrer sous. Voilà. Vous choisissez le format texte et puis vous enregistrez, vous mettez le nom et vous enregistrez. Merci d'avoir suivi cette formation sur le calcul des semelles sur le logiciel Robot. Donc dans de prochaines vidéos, nous allons voir comment améliorer le dessin pour avoir un dessin avec des rochers et tout ça. Voilà. Donc un peu ça. Et aussi dans une prochaine vidéo, on va voir également les semelles isolées avec glacis. Donc ici on a vu des semelles classiques. Donc après on peut voir on a des semelles isolées avec glacis, les semelles sur deux boutons. Donc dans de prochaines vidéos, on reviendra sur les semelles isolées en glacis.